Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Voici les titres de cette édition. Au sommaire, chavirement tragique d'une pirogue à Saint-Louis. Le bilan provisoire est de 24 morts, 300 personnes étaient à bord. Le président de la République, Macky Sall, s'est incliné devant leur mémoire et a exprimé sa profonde préoccupation face à ce phénomène. Le barrage hydroélectrique de Sambangalo est à 25% d'exécution. Le rythme des travaux est jugé lent. C'est le constat fait par la délégation de l'OMVG qui effectue une visite de chantier. Dans le temps du carême, focus ce matin sur la chorale de Rufisque de l'église Sainte-Agnès. Un répertoire en constant renouvellement pour des mélodies divines qui renforcent la foi et la dévotion. Et la journée de la protection civile sera célébrée demain. Abdoulaye Noba, directeur de la protection civile, sera notre invité dans ce 13h pour parler avec nous du thème et des défis de cette année. Suite à ce chavirement d'une pirogue au large de Saint-Louis avec un bilan déjà lourd, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a tweeté, je vous le cite, « C'est avec une profonde tristesse que j'exprime ma compassion et ma solidarité suite au tragique chavirement d'une pirogue au large de Saint-Louis qui a coûté la vie à une vingtaine de migrants. En ces moments difficiles, nos pensées et nos prières accompagnent les familles et proches des victimes. Les autorités compétentes sont mobilisées pour leur apporter soutien et assistance, que les âmes des défunts reposent en paix », a tweeté le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Voilà donc une pirogue avec à son bord plus de 300 migrants qui a échoué au large de Saint-Louis hier soir. Le bilan provisoire fait état de 24 morts et 21 blessés dans un état grave. La pirogue a quitté Joal depuis une semaine en partance pour l'Espagne. Pour l'instant, la Marine nationale poursuit toujours ses recherches. Abdouada Saint-Louis. 21h, cette équipe des sapeurs-pompiers se charge d'évacuer les corps sans vie placés dans ce bâtiment, à l'abri des regards. Ce mercredi, 23 sont découverts sur la plage de Saint-Louis, entre Santhiaba et Gorumbach, sur la langue de Barbarie. Une autre victime a perdu la vie à l'hôpital régional, ce qui porte le total à 24 morts et 21 rescapés, rien que pour la journée du mercredi. À l'origine du drame, une pirogue de migrants qui a échoué près des côtes. Aujourd'hui, vers la mi-journée, les éléments des sapeurs-pompiers ont été alertés de la présence de 2 corps sans vie échoués sur la plage à hauteur du quartier Gorumbach. Et à la suite de cela, un flux de personnes a commencé à débarquer de la plage, tendant à faire croire qu'il s'agissait effectivement de migrants clandestins. Immédiatement, les secours ont été mis en branle. Et ceux qui étaient blessés, parmi ceux échoués donc en mer, ont été pris en charge. Mais quelques heures après, nous avons été alertés de la présence ou de l'échouage de corps sans vie au niveau de la plage de Gorumbach et jusqu'à hauteur de Gendar, sur la frange côtière de Saint-Louis. Présentement, le bilan que l'on peut mettre à la disposition de la presse est de 45 victimes, dont 24 corps sans vie et 21 blessés. Un comité de crise est mis en place pour assurer la bonne gestion de la situation, avec un bilan qui risque de s'alourdir. La pirogue en provenance de Joal avait à son bord plus de 300 migrants. Le comité régional de crise a été mis en branle avec les sapeurs-pompiers, avec le préfet du département, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine, la police, mais également de concert avec le parquet qui gère le volet judiciaire. Donc aujourd'hui, cette triste nouvelle est encore arrivée malheureusement sur les plages de Saint-Louis. L'enquête qui est diligentée sous la direction de Madame le procureur de la République va donner peut-être suffisamment d'éléments, mais ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une pirogue qui a quitté d'autres contrées, donc c'est à hauteur de Saint-Louis, certainement en partance vers le nord, que cet incident s'est passé. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les rescapés reviennent sur les circonstances du drame. Maintenant trop, qui joue depuis mercredi. C'est très dur. La pirogue vient de Joal.
Depuis mercredi, on a pris la mer. Arrivés sur les côtes marocaines, les capitaines se sont perdus et ont décidé de rebrousser chemin. C'est à notre arrivée vers l'embouchure que les ennuis ont commencé. Il y a eu une panique dans la pirogue. Certains ont plongé dans l'eau. La pirogue s'est renversée. Nous avons reçu 20 patients, n'est-ce pas? 20 patients dont 3 étaient des patients graves et les 17 autres des patients de blessures légères. Malheureusement, un des patients qui avait des blessures graves a succombé à ces blessures et finalement décédé. Bon, ils nous ont rapporté qu'il y avait 2 décès, mais qui est survenu sur les lieux, ces patients ont été acheminés directement au niveau de la morgue. 10 des corps sans vie vont être acheminés à Louga. Les équipes de secours restent en alerte. La Marine nationale patrouille la zone depuis l'annonce de la nouvelle. Voilà, et puis nous allons parler de tout ça juste après la rubrique consacrée aux régions. Voilà. Ce journal des régions, nous avons Abdouad en ligne avec donc après le chavirement de cette pirogue au large de Saint-Louis. Abdou, bonjour. Le bilan provisoire est déjà lourd. 24 personnes donc mortes, 24 corps sans vie, 21 blessés, dont donc plusieurs personnes dans un état grave. Quels sont les derniers développements de ce tragique événement? Oui, merci Bamba. Bonjour à toutes et à tous. Juste une grosse précision. C'est qu'il n'y a pas eu de chavirement. En fait, la pirogue était en partance pour l'Espagne et arrivée au niveau du Maroc, elle s'est perdue. Elle a préféré le chemin. Donc, c'est ainsi qu'elle a décidé donc, de rejoindre Saint-Louis au niveau de l'embouchure. Donc, elle s'est approchée des côtes saint-louisiennes, mais n'a pas voulu accoster pour faire descendre les passagers. Donc, de ce fait, il y a un vent de panique qui s'est emparé de l'embarcation. Donc, de ce fait, il faut compter tout ce peu. Et malheureusement, c'est ça qui est à l'origine de ce bilan macabre. Ce matin, on nous a annoncé 2 nouveaux corps qui ont été repêchés donc, par la Marine nationale, ce qui porte donc le total de morts à 26 passagers qui ont perdu la vie. Et additionné aux rescapés, donc ça fait 47 au total, 47 personnes qui sont victimes donc, de ce chavirement, parce que ce n'est pas un chavirement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous sommes à 47 passagers donc, qu'on a retrouvés. Donc, il reste 280 donc, à retrouver donc, par la Marine nationale et les autorités. Et pour le moment, donc, nous sommes dans les recherches pour avoir donc, plus de petits par rapport à tous ces événements. Voilà donc le bilan qui a progressé un peu avec 26 morts malheureusement. Une cellule de crise est mise en place. Comment s'organise-t-elle déjà pour l'instant? Absolument, dans cette circonstance-là, c'est très normal d'encoder une cellule de crise. Déjà, le premier objectif, c'est d'assurer un suivi, une évaluation donc, à temps réel de la situation et de porter assistance aux victimes. Donc, à l'hôpital, les blessés sont en train d'être pris en charge. Dans la cellule de crise, il y a bien évidemment les sapeurs-pompiers, mais il y a également la Marine nationale qui poursuit la patrouille. Et ce matin, la Marine a arrêté une pirogue en partance de l'Espagne, une pirogue de migrants en partance de l'Espagne. C'était au niveau du lac Djangou, cette pirogue a été arrêtée. Les passagers sont sains et saufs. Il faut dire que c'est une communication très motivée dans cette crise. Donc, on ne peut pas faire de pour notre dans cette guerre de Suisse bombe. Voilà, merci beaucoup Abdouad. Nous vous aurons plus tard donc pour les derniers développements de ce tragique événement. Merci beaucoup Abdouad. Voilà. Et puis nous allons tout de suite au ministère de l'Intérieur retrouver Ibrahima Ndong, vous le savez, avec la conférence de presse du ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba. Nous allons tout de suite retrouver Ibrahima Ndong. Bonjour. Bonjour, cher Bamba. Voilà, le ministre de l'Intérieur va tenir une conférence de presse d'un moment à l'autre. Est-ce que vous pouvez revenir sur le sujet? Merci, cher Bamba. Nous sommes actuellement à la salle de conférence où le ministre de l'Intérieur
va faire face plutôt avec la presse nationale et l'occasion sans doute de revenir sur ce qui constitue l'actualité du moment. Comme vous le savez, il y a 48 heures de cela, les conclusions sur le dialogue national ont été déjà faites. Reste maintenant à le livrer au président de la République. Et c'est la date du 4 mars qui a été retenue pour la remise du rapport au président de la République. Et en prélude donc à la remise de ce rapport au président de la République, avec tout ce qui s'est passé, le ministre de l'Intérieur tient aujourd'hui une conférence de presse pour revenir sur tout ce qui s'articule autour de cette question relative à la date du 2 juin qui a été proposée par le dialogue national, mais aussi au-delà du 2 avril, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on l'a entendu que le président a pris la ferme décision de quitter le pouvoir après le 2 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les dispositions constitutionnelles qui réglementent cette situation? Entre autres questions, mais aussi aujourd'hui, que peut-on dire par rapport à la démocratie sénégalaise qui a toujours vraiment été une vitrine au niveau de l'Afrique, mais aussi dans d'autres contrées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc, entre autres questions que le ministre de l'Intérieur va sans doute aborder avec la presse nationale, pour le moment, la conférence de presse n'a pas encore commencé. Donc, nous attendons l'arrivée d'un moment à l'autre du ministre de l'Intérieur et déjà le DGE est déjà sur place en attendant l'arrivée sans doute d'autres organes de la presse qui, pour le moment, arrivent à compte-gouttes pour assister à cette conférence de presse. Voilà, merci beaucoup Ibrahim Ndong. On se retrouve tout à l'heure. À présent, la rubrique invité dans un instant. Voilà, je vous le disais dans les titres, notre invité de ce matin, c'est le directeur de la protection civile, M. Abdoulaye Noba, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. M. Noba, bonjour, merci de me retrouver ici pour parler donc de revenez un peu, de la protection civile qui sera célébrée donc demain avec cette journée internationale. Le thème de cette année, c'est les technologies innovantes au service de la protection civile. Bonjour. Bonjour, cher. Voilà. Tout d'abord, on peut commencer par le thème. Quel est l'apport de ces technologies innovantes dans la mise en œuvre de la protection civile au Sénégal? Je vous remercie, cher. Je voudrais tout d'abord rappeler ce processus. La Journée mondiale de la protection civile est célébrée chaque année. Suite à son adoption par l'Assemblée générale des pays membres de l'Organisation internationale de la protection civile en 1990. Et depuis lors, un thème est adopté. Cette année, comme vous l'avez rappelé, le thème de la Journée mondiale de la protection civile, comme vous l'avez rappelé, c'est les technologies innovantes au service de la protection civile. Bien entendu, il faut d'abord expliquer le paradigme. Parce qu'en fait, en termes de protection civile, il y a un changement de paradigme avec le processus. Le processus, c'est-à-dire que on adopte la prévention, la réduction des risques de catastrophe. Qui parle de prévention, qui parle de réduction des risques de catastrophe, bien entendu, doit mettre l'accent sur un certain nombre d'instruments, notamment les technologies innovantes. Nous pouvons donner des exemples avec les drones, les radars, les satellites et bien entendu les systèmes d'information géographique qui permettent vraiment d'affiner la réflexion et d'aider également les autorités compétentes en matière de protection civile à vraiment prendre les décisions idoines. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a abordé le sujet pour une meilleure prise en charge de la question de la protection civile au Sénégal. Aujourd'hui, comment vous comptez matérialiser cette vision du chef de l'État? À travers l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection civile, comme l'a rappelé hier le chef de l'État, il faut également ajouter qu'à chaque occasion, le président de la République annonce au cours du Conseil des ministres qui se tient pratiquement la veille, le jour ou bien le lendemain de la Journée mondiale de la protection civile, vraiment la volonté politique de l'État de renforcer les capacités
des services de protection civile. Cette année, l'occasion nous est offerte quand même d'aller dans ce sens et nous espérons que dans les prochaines semaines, ce projet de stratégie sera adopté et mis en œuvre. Aujourd'hui, comment se présente la situation? Est-ce que vous êtes constamment sur le terrain pour faire des enquêtes quand on sait qu'aujourd'hui, on assiste à beaucoup de catastrophes, par exemple à des effondrements de bâtiments, d'immeubles? Aujourd'hui, quel est le constat que vous faites? Bon, le constat, ce qu'il faut dire, c'est qu'en matière de protection civile, c'est une mission qui est exercée par un certain nombre d'acteurs. Nous, en particulier, nous avons le volet stratégique, c'est-à-dire l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de protection civile. Nous avons l'autre fer de lance que constitue la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui est une structure opérationnelle. Nous avons également les autres services de l'État qui concourent à la politique de l'État de protection civile et de réduction des risques de catastrophe. Maintenant, pour la problématique des bâtiments menaçants en ruine. Effectivement, le chef de l'État en a parlé hier. Je pense qu'à ce niveau, c'est une véritable problématique qu'il faut reconnaître et que là, il faut une synergie d'efforts entre les différents acteurs, notamment les services de l'État, les autorités administratives déconcentrées et également les collectivités territoriales. Je pense qu'à ce niveau, il y a une initiative en cours. Nous allons sur demande directive du chef de l'État. Nous allons donc aller dans le sens de manière consensuelle et concertée et recenser les bâtiments menaçants en ruine et effectivement aller dans le sens de les démolir de manière concertée. Nous allons suivre d'ailleurs cet élément avec le chef de l'État avant de revenir pour terminer le sujet des véhicules et du matériel donc à perte de vue destiné donc à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers c'était le vendredi 26 janvier donc avec une journée mémorable pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le chef de l'État avait présidé la cérémonie de remise de véhicules mais également d'engins et matériel, du mobilier lourd, du matériel lourd notamment destiné à ce corps avec donc un matériel de dernière génération. Nous suivons ce reportage de Omar Nienga. C'est le programme d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui est ainsi en branle. Un énorme dispositif contenant du matériel de dernière génération. Le président Macky Sall concrétise ainsi sa vision, donnant à la BNSP les moyens à la mesure de sa mission. Au total, on dénombre 8 composantes dans le projet, entre matériels et équipements de protection individuelle, moyens de communication, hôpital mobile de campagne, pièces détachées, hangars et autres infrastructures qui amplifient l'accompagnement de l'État au profit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. La BNSP n'a jamais été aussi outillée. Aujourd'hui, les moyens mobilisés révèlent un autre pan du bilan élogieux du président Macky Sall. Le groupement national des sapeurs-pompiers est en mesure d'assurer la sécurité civile de chaque Sénégalais et autres étrangers résidant chez nous. Mission qui sera accompagnée en tout temps et en tout lieu sur l'ensemble du territoire national. Voilà, vous l'avez suivi avec nous, avec cette politique du chef de l'État qui outille notamment les services qui sont destinés à s'occuper de la protection civile, notamment le groupement national des sapeurs-pompiers. Commentaire là-dessus? C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, empreint de fierté et d'honneur, puisque je dois dire que nous avons là une oreille attentive de la part du chef de l'État, qui a bien voulu, comme l'a si bien indiqué à l'époque lors de cette cérémonie, le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'honneur qui a été fait et à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, vraiment de relever le niveau de capacité opérationnelle de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Je pense que nous l'avons constaté tout à l'heure lors du reportage qui a été effectué à Saint-Louis avec ce drame qui est survenu à Saint-Louis et que vous avez vu que les premiers à être sur le terrain, c'est les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous pensons que vraiment, avec ce qui a été fait en termes de renforcement de capacité, en termes de matériel roulant, nous pouvons espérer que vraiment que les besoins des populations en matière de protection civile
en matière de sécurité civile, en matière de gestion des risques de catastrophe, seront satisfaits vraiment et nous pensons également que des efforts ont été faits par l'État, certes, mais également il y a un gap. Et le gap, c'est au niveau stratégique. Et là, comme je le disais tout à l'heure, avec la prochaine adoption et la mise en œuvre du projet de stratégie nationale de protection civile, nous pourrons dire qu'à partir de ce moment, ce sera le dispositif national de protection civile et de réduction des risques de catastrophe qui sera affiné pour prendre en charge les besoins pressants et prégnants des populations en la matière. Juste une dernière question, très rapidement. L'aperçu de cette journée et les différentes étapes après donc, au sortir de cette journée. En fait, pour des raisons évidentes que vous imaginez, cette année, la journée mondiale ne sera pas célébrée, mais dans tous les cas, au niveau de l'État, au niveau des services, la réflexion est en train de se mener, vraiment pour essayer quand même d'aller dans le sens indiqué par les autorités en termes de réflexion, en termes de propositions, en termes de renforcement des capacités. Et que j'insiste surtout sur ça, c'est la stratégie. Je pense que la stratégie vraiment est le cadre de référence qui pourra permettre aux services de l'État, qui pourra également permettre aux autres acteurs, notamment les collectivités territoriales, les acteurs du secteur privé, également les organisations non gouvernementales, vraiment dans un cadre fédérateur, pouvoir mettre en place et mettre en œuvre ce dispositif national. Voilà. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Noba. Mais je vous en prie, c'était un plaisir de partager avec vous ces petits moments. Ouais, merci beaucoup. C'était un plaisir également pour merci nous. Bien. Tout le plaisir est pour nous. Alors que le compte à rebours pour les Jeux Olympiques de la jeunesse s'accélère, une étape décisive a été franchie avec le lancement des travaux de démolition sur le site prévu pour cet événement d'envergure mondiale. Une vaste campagne de libération des emprises a débuté. Ibrahim Andong. Souffle d'un vent de départ. Sur ce site dédié aux Jeux Olympiques de la jeunesse, les derniers occupants font la course contre la montre pour évacuer ce qui peut l'être encore. Une pression qui s'explique par la présence de ce bulldozer où le conducteur n'attend que les ordres pour commencer le travail. Car l'échéance convenue est à terme. Selon les autorités, plus de 95% des occupants ont été déjà indemnisés pour une enveloppe totale de 2 milliards de francs CFA. Ces 2 milliards, l'État du Sénégal a mis les ressources à disposition. Et depuis le 10 octobre 2023, la Géroute, en rapport avec le préfet, a démarré les paiements de ces impenses-là. Toutes les personnes affectées par le projet, à l'exception des détenteurs de titres, ces personnes-là ont à 95 voire 98% perçu leur chèque. Les gens ont perçu ici des montants qui peuvent tourner entre 1,5 million, 3 millions, 9 millions même. Et tout ceci, c'est pour ne léser personne. C'est pour que les gens puissent quand même s'ils se sont installés illégalement, puissent quand même être indemnisés. Et ce qui a été fait. 1253, c'est le nombre de personnes affectées par le projet après un travail d'identification de 2 ans. Parmi ces impactés, il y a des détentrices de titres fonciers qui méritent un traitement particulier. Vraiment, on est en contact avec le gouverneur. Il nous a rassuré qu'il va bientôt nous appeler dès lors qu'il aura tous les documents pour discuter avec les propriétaires et nous indemniser, Inch'Allah. Pas de souci à se faire donc, même si le site a déjà fait l'objet d'expropriation. Il y a une expropriation en 1977, il y a une expropriation en 1993. C'est à l'État aujourd'hui de faire les vérifications nécessaires par rapport à ces titres. C'est clair, on a parlé avec le préfet et le gouverneur. Il y a une procédure qui est aujourd'hui enclenchée par le gouverneur de la région de Dakar. On est obligé d'attendre que ce processus arrive au bout. À terme, c'est un site de 15 000 mètres carrés qui sera exploité pour abriter certaines disciplines des Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais en attendant, le décor a complètement changé tout autour du site. Face à une mer de plus en plus avare, les acteurs du marché du poisson naviguent dans une période d'incertitude avec des filets souvent vides et l'anxiété croissante des mareyeurs. Cette situation se répercute bien entendu sur toute la chaîne, aux consommateurs, des vendeurs aux consommateurs. Il faut dire que la pénurie de poissons est surtout accentuée par l'inflation notée dans les prix. Nous suivons ce reportage d'Undé Koumaniaï. Nous sommes à Soumbédioune, village lébou situé sur la corniche ouest de Dakar. Ici, le va-et-vient des pirogues s'enchaîne. Dame et ses collègues viennent d'arriver. Après plusieurs heures en mer, la pêche n'a pas été très fructueuse.
Je suis en mer depuis 7 heures, mais je n'ai pas fait une bonne pêche. Je n'ai pu obtenir qu'une caisse de poissons crayons. On ne voit presque plus le mérou ou la sardinelle. D'habitude, on rentrait avec 7 ou 8 caisses de poissons. Matar, pour sa part, attend l'arrivée d'autres pirogues. Il espère que la pêche sera meilleure. Si vous voulez il faut 180 km, 200 km. Avant, on parcourait juste 10 ou 15 km pour pêcher beaucoup de poissons. Mais maintenant, il nous faut parcourir jusqu'à 280 km pour espérer faire de bonnes prises. Les bateaux de pêche sont nos concurrents. Ils ont une grande capacité de pêche, alors que ce n'est pas le cas de nos pirogues. Du côté des mareyeurs, l'espoir est le sentiment le mieux partagé. À chaque arrivée de pirogue, Pape Demba s'empresse d'aller à la rencontre des pêcheurs. Ay coof espèce yu rare la comme daaw heure bi calamar amoon na daawati jeeg heure bi fekk na calamar bi amoon bay waaj a jeex mais ren ba léegi amul. Le mérou est une espèce rare maintenant. L'année dernière, à cette période, on avait du calamar, mais ce n'est pas le cas cette année. On ne vend presque plus de sardinelles ici. On a d'autres espèces comme les dorades et autres. Comme ay ruur ay jën yu rare la quoi ay kasaw xam nga yooyu ay jën yu rare la mais mi ngi fi am nag ni mu daan bëree noonu la bëreetul waaw mais mi ngi am. Au marché de Tilène, les étals ne sont pas bien fournis. Une espèce semble être la star du moment. Il n'y a pas de poisson sur le marché ces derniers temps. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que le mulet sur la plupart des étals. Sinon, le reste, c'est du poisson congelé. Le problème avec le mulet, c'est qu'il provoque des dermatoses. Regardez mes mains. Soumbédioune, Yoff, Yaraax fu nekk dama fay dem marché central di wut jën. Mais fan yi moom daanaka moom géej gi. Ces temps-ci, je m'adonne à l'équeillage aussi parce que le poisson est presque introuvable. D'habitude, je m'approvisionnais à Soumbédioune, Yaraax ou encore au marché central. Mais c'est devenu tellement cher que je cherche d'autres sources de revenus pour compenser l'absence de bénéfices. waaye léegi jën gi dina dem ba seeraay boo xamante ne nii sax liñ ci waroon a am ci biir keesu jën bi nga koy jëndee moom nga koy dugal. Je suis restée presque 6 jours sans venir travailler, tellement le poisson est introuvable. Je vends le lot de lot à 2000 francs CFA. Ces temps-ci, il m'arrive de vendre une caisse de poisson pour un bénéfice de 1000 francs. Les prix n'encouragent pas les clients non plus. Les prix sont vraiment élevés. Les vendeurs nous disent qu'il n'y a pas assez de poissons. Non. Il n'y a pas de poisson actuellement, c'est notre seule préoccupation. Avec le ramadan qui approche, ce sera compliqué si les choses ne changent pas. Vraiment. Le poisson se fait un peu rare ces derniers temps, selon pêcheurs, mareyeurs, vendeurs et clients. Toutefois, tout le monde s'attend à une nette amélioration de la situation dans les jours à venir. Voilà, merci beaucoup. Ndeye Coumba Ndiaye, OMVG, le chantier du barrage hydroélectrique de Sambangalo dans la région de Kédougou est à seulement 25% d'exécution. Les travaux ont connu un ralentissement significatif ces derniers mois à cause d'un problème de paiement de l'entreprise en charge des travaux. C'est en tout cas le constat qui a été fait par la délégation de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie et qui a effectué une visite de chantier sur le site. Tidiane Sissé, RTS 3 Tamba. À la tête de la délégation, le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, le secrétaire général et les autorités locales. Ils ont visité tout le site du chantier du barrage hydroélectrique de Sambangalou pour constater et apprécier l'état d'avancement des travaux. Nous avons effectivement procédé à une visite de terrain parce qu'il y a un proverbe qui dit que mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. Nous avons constaté un avancement par rapport à l'état initial, mais nous ne sommes pas satisfaits. Aujourd'hui, le projet il est à 25% d'exécution, mais il est aussi avec des problèmes. Le problème, c'est d'abord le retard dans le paiement du constructeur. Les paiements ne suivent pas. Pratiquement depuis novembre, on a cessé de payer l'entrepreneur.
Pour le haut-commissaire de l'OMVG, la cadence actuelle des travaux constatés sur le terrain ne donne aucune garantie concernant l'achèvement du projet dans les délais. Nous avons constaté ça. Il faudrait que toutes les parties redoublent d'efforts pour que ce projet, qui est de passage un projet régional, il permet, en dehors des 128 MW qu'il va produire, il permet d'irriguer 90 000 hectares, 40 000 au Sénégal, 50 000 en Gambie. Le barrage hydroélectrique de Sambangalou, c'est 128 MW, coût de réalisation 262 milliards de francs CFA. Il est actuellement l'un des projets les plus importants pour l'OMVG. Donc c'est un projet très important pour nous, particulièrement de la région de Kédougou, puisque à terme également le projet va permettre une amélioration en termes de fourniture en énergie. Le projet également va permettre de promouvoir l'acquisition de terres irrigables. Également, c'est un projet très structurant qui crée beaucoup d'emplois. Donc c'est un projet d'une grande importance pour nous de la région de Kédougou. Le barrage hydroélectrique de Sambangalou, c'est aussi une opportunité en termes d'emploi pour les populations locales. Le projet est à seulement 25% d'exécution, mais a permis de créer plus de 750 emplois, dont 63% recrutés dans la région de Kédougou. Et puis nous en venons au Saint-Anne de Carême, dans le recueillement silencieux. L'église Sainte-Agnès de Rufisque s'éveille au son des harmonies ou bien des mélodies divines. Chaque soir, ces choristes unis par la dévotion et la foi se rassemblent pour un répertoire constamment renouvelé. Nous suivons ce reportage de Ahmadou Diallo. Partition en main, les membres de la chorale Sainte-Agnès de Rufisque sont en pleine répétition. Accompagnés par le piano, les cordes vocales des choristes sont sollicitées en cette période de carême. D'où une réorganisation des horaires. D'habitude, on commençait les répétitions de 19h30 à 21h30. Mais avec le carême, on est obligé d'aménager vraiment les horaires pour permettre tout le monde d'être à l'aise. Tu sais, avec le carême, ce n'est pas du tout facile. Le fait de jeûner, ça demande beaucoup d'efforts. Et là, on est obligé de vraiment d'aménager. Et sur ce, on commence les répétitions de 20h jusqu'à 21h. Ce changement concerne aussi les textes en ces temps de jeûne. En temps de carême, l'Église nous propose le partage, le pardon, la pénitence et la prière. Voilà quelques sont les mots qui regroupent vraiment le temps de carême. La chorale occupe une place importante dans l'exercice des offices dans cette église séculaire. Avec les chorales, elles nous permettent de vivre vraiment l'Eucharistie, les chants qui nous rapprochent vraiment de Dieu, les chants qui expriment l'adoration que nous devons à Dieu. En tant que leur aumônier, je suis là pour les accompagner, surtout dans la préparation des chants. Les accompagner aussi dans leur cheminement, dans leur vie de foi en tant que enfants de Dieu, mais dans leur engagement. Un engagement qui se traduit également par 3 jours de répétition dans la semaine. Des moments contribuant à renforcer les liens entre choristes. Si aujourd'hui, par exemple, je m'absentais pour des raisons spécifiques, certainement des gens m'appelleront de la chorale pour me demander qu'est-ce qui ne va pas parce qu'on ne t'a pas vu à la chorale. Donc ce qui montre effectivement que vraiment il y a des liens qu'on a tissés depuis longtemps et qui fait que on considère la chorale comme étant une seconde famille. Famille dans laquelle le cousinage à plaisanterie ne manque pas. D'habitude quand tu viens, il y a des taquineries, surtout entre Sérère et Diola. Les Diola chaque jour, ils sont là, ils mangent. Ils ne peuvent pas venir ici sans manger. Et par la suite, ils disent que c'est les Sérères et consorts. Mais la chorale, il y a une ambiance extraordinaire. En vue des messes du dimanche et très prochainement de la Pâque, les chorales répètent ardemment. À l'église centenaire Sainte-Agnès de Rufisque, alto, soprano, basse et ténor sont concentrés dans les répétitions malgré les rigueurs du carême.
Voilà donc les mélodies divines en ce saint temps de carême. De la culture, nous plongeons maintenant dans l'univers captivant de la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue. C'est une troupe qui a su marquer les esprits lors de nombreuses cérémonies ou de manifestations à travers des présentations mémorables. Dans notre grand format, nous découvrons les facettes de leur mise en scène. C'est avec Oumou Kalsoum Sall. Séance de répétition en vue d'une cérémonie prévue dans quelques jours. Bienvenue au QG de la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue. Pour ce groupe qui a réussi à se faire un nom, tout est parti d'une initiative d'une bande de camarades de classe il y a plus de 20 ans. À l'époque, je parle de l'année 2001, année de notre création, nous étions des élèves dans un CEM à côté qui s'appelle le CEM Diawar Diagne. Et nous avions à cette époque-là des œuvres au programme puisque nous étions en classe de 3e. Nous étions dans une école qui n'avait pas vraiment une bibliothèque. On n'avait pas accès à des ressources documentaires telles que livres, etc. L'idée m'est venue de proposer à mes camarades du CEM d'organiser une pièce de théâtre. C'est ainsi que nous avons fait des correspondances adressées à la direction du livre et de la lecture, à l'UNESCO Breda à l'époque, à la BLD, Bibliothèque Lecture Développement, etc. Et ces structures-là sont venues répondre le jour de la représentation. Et c'est là qu'on a créé notre première pièce de théâtre qui s'appelle Le procès du livre. Et l'aventure continua dépassant les murs de l'école pour devenir un patrimoine de la banlieue. Au théâtre dit de Forum, cette troupe dit avoir apporté une touche particulière. Le théâtre innovant, c'est en fait cette forme de théâtre-là qui met en valeur le triptyque flexibilité, adaptabilité, créativité. La flexibilité, c'est quoi? C'est que nous avons cette possibilité de nous mouvoir dans n'importe quel environnement sans avoir du matériel, le décor à mobiliser. Nous sommes en fait dans l'état de la minimalisation. L'adaptabilité, peu importe l'espace où vous nous amenez, ce n'est pas à l'espace de s'adapter à ce que nous faisons, c'est à nous de nous adapter à l'espace. Et maintenant, le dernier, c'est la créativité. Il faut être créatif, il faut être inventif. Maguette, Salimata et Adji sont membres de cette compagnie qui compte aujourd'hui 17 artistes, à chacune son histoire, avec les espoirs de la banlieue. J'étais élève ici au CEM Thiaroye 2. Je venais ici auparavant pour faire des exposés. C'est là qui nous aidait avec les exposés. C'est comme ça que le théâtre m'a charmé. C'est comme ça que j'ai aimé le théâtre. Et par la suite, j'ai intégré. J'ai intégré à Espoir de la banlieue en 2015. Suite à un frère qui s'appelle Asmalik Nia, dans une formation de théâtre Makodou Meng à Blessengo. Je faisais le théâtre navétane. J'ai intégré la compagnie théâtrale Espoir de la banlieue en 2022 par l'intermédiaire d'une personne nommée Babacar Dior. Parce qu'avant, j'étais dans l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, Arcos. Différentes structures de l'État et autres organisations internationales sollicitent les services de cette compagnie pour faire passer des messages et chaque prestation est préparée avec beaucoup de sérieux. Le spectacle que nous sommes en train de préparer pour le compte d'une organisation, c'est une collectivité, une commune. C'est le PDC, le programme de développement communal, qui fait 83 pages et que nous devons restituer en 10 minutes. Donc la communication doit passer parce que c'est une collectivité qui veut que ces populations puissent s'approprier des ressources de la commune afin de pouvoir bâtir l'avenir de la commune. Et il fallait faire confiance au théâtre, plus précisément au théâtre que nous avons, afin de communiquer avec ces populations-là. Chaque prestation a aussi un coût. Même si les gens n'ont pas tendance à bien payer au théâtre, nous savons que nous avons un prix. Et nous exigeons ce prix-là. Nous faisons de la création, de la recherche intellectuelle, nous transpirons ça un prix. C'est pourquoi nous facturons nos prestations et je pense que d'ici la fin de notre carrière, nous devons arriver à pouvoir survivre encore
des ressources que nous avons tirées à partir du théâtre. Ce travail, c'est des coups de cœur, mais aussi parfois des déceptions. C'était à la LG, Pourquoi? Parce que j'avais flanché, j'avais perdu mes textes. Sur scène, c'est comme si je n'avais plus rien appris. J'avais l'esprit blanc. Et lorsque j'ai commencé aussi à fréquenter les espoirs, la première fois que j'ai joué devant le président aussi, ça m'a marqué. Oui, c'est une grande personnalité aussi. La compagnie théâtrale Les Espoirs de la banlieue peut aussi être fière de sa réputation qui va au-delà de nos frontières. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France ou encore en Suisse, ces artistes ont démontré talent et professionnalisme. Voilà, donc c'était la troupe Espoir de la banlieue avec leurs prestations. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé ce matin. Et dans un instant, Philomène Constance Diagne sera là pour la version Wolof. Merci.